Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Sophie Lafaille et je suis l'une des rédactrices du livre Lénine, le Pantocrator de la poussière du soleil de l'auteur Liev Danilkin qui a été publié cette année en français par la maison d'édition Macha. Je suis heureuse d'inaugurer cette série de podcasts produite par le Centre de Russie pour la science et la culture de Paris et de vous lire aujourd'hui quelques extraits de cet ouvrage qui porte un regard nouveau sur ce personnage emblématique de l'histoire russe. Durant 5 années, l'auteur a reconstitué le parcours de Lénine pour redonner vie à ce monument. Libéré de tout préjugé, ce livre propose ainsi de repenser cette grande figure du bolchevisme et de porter un œil nouveau sur le parcours de ce guide de la Révolution. Je vous invite donc, suite à cette mise en bouche, à vous plonger vous-même dans la lecture de cet ouvrage, afin de vous faire une idée bien personnelle de qui était vraiment cette figure énigmatique de Vladimir Ilitch Lénine. Bonne lecture à tous. Chapitre 6. Munich, 1900-1902. L'Iskra, épisode 1. Un sujet classique dans le genre des romans noirs. Un héros solitaire se libère de la prison où il a ourdi son implacable vengeance. Alors qu'il se retrouve dans une ville étrangère, il mène une vie de marginal et s'adonne corps et âme à son obsession. Il n'a pas d'autre choix que d'accomplir quelque chose qui bouleversera le monde pour retrouver son identité perdue. Aujourd'hui à Munich se trouve la rédaction du Süddeutsche Zeitung. On peut lancer de là le scandale des Panama Papers. Mais en 1900, cette ville apparaissait comme un choix bizarre pour la rédaction du principal journal clandestin du Parti des ouvriers de Russie. Lénine s'y était retrouvé à cause d'August Bebel. C'est lui qui avait conseillé aux Russes cette ville qui, à l'époque, à la différence de Paris, de Genève, de Londres ou de Bruxelles, n'avait pas la renommée d'un havre libéral ni d'un nid à migrants et constituait pour un Russe de cette époque un endroit assez exotique. La capitale de la Bavière catholique ne correspondait pas aux standards d'une grande ville industrielle comme Lénine en connaissait, telle que Saint-Pétersbourg ou Berlin. Ici, il y avait plus d'étudiants que de fonctionnaires, plus d'artistes que d'ouvriers. Il n'y avait pas de cheminées d'usine, c'était plutôt une ville universitaire qui regorgeait de jardins et de Biergarten, entourée de châtaigniers. 27% des brasseries allemandes étaient concentrées à Munich à cette époque. Lénine disposait ainsi de multiples opportunités d'évaluer la quantité d'alcool qu'il lui fallait pour exercer son activité politique sans danger. En outre, après sa course folle de 5 mois à travers toute la Russie, après son arrestation par la police à Saint-Pétersbourg, le laissant à 2 doigts de retourner en Sibérie orientale pour y croupir de longues années, et après les négociations déchirantes avec Plekhanov, Munich lui apparaissait sans doute comme un endroit où il pouvait reprendre son souffle, tout en restant sur le qui-vive. En plus d'être un véritable gourou pour Lénine, Plekhanov était également le personnage principal des rêves de jeunesse de ce dernier. Le frère cadet de Lénine raconte comment un jour de 1895, alors qu'ils étaient sur le boulevard Strasnoï et qu'ils buvaient du lait caillé, Vladimir Ilitch s'était exclamé tout à coup. « Tu vois cet homme ? La partie inférieure de sa tête ressemble à celle de Plekhanov d'une manière étonnante. » Cet entichement politique, qui s'exprimait à grand renfort de lait sur la moustache, n'était pas ignoré par Plekhanov lui-même. À l'occasion du congrès de 1903, il se permettra d'ailleurs une blague équivoque à ce sujet. Napoléon avait une marotte qui consistait à pousser ses maréchaux à divorcer de leurs épouses, et certains maréchaux lui cédaient, bien qu'ils aimassent leurs femmes. Le camarade Akimov ressemble à Napoléon de ce point de vue. Il veut me faire divorcer avec Lénine à tout prix. Mais je ferai montre de plus de caractère que les maréchaux de Napoléon. Je ne divorcerai pas avec Lénine et j'espère bien que ce dernier ne compte pas divorcer avec moi non plus. Nul doute que ce divorce aurait pu coûter cher à Lénine, car outre la partie inférieure de la tête de Plekhanov, le statut de ce dernier était lui aussi intéressant. Et il ne fallait pas sous-estimer non plus
Les avantages tant symboliques que matériels, en termes de financement, de réseau ou même de loyauté, que l'on pouvait tirer du groupe, libération du travail, pour le devenir et l'élaboration du journal. Pour les sociodémocrates russes, Plekhanov était un Bouddha vivant, le seul détenteur de la vérité marxiste en Russie, l'autorité morale par excellence, dont la présence, la bénédiction et l'appellation marxiste d'origine contrôlée garantissaient à l'aventure non pas seulement le soutien de Béjaune en mal d'inspiration, mais également celui d'intellectuels très sérieux, ayant la notion du capital et pas seulement grâce au livre du même nom. Munich devait devenir un système opérationnel pour une exécution simultanée de plusieurs tâches. Il s'agissait de rédiger un livre manifeste, de bâtir un parti et d'organiser un congrès. Ainsi, les bons délégués pourraient avoir leur place dans la salle, tandis que les mauvais resteraient à la maison ou se retrouveraient coincés dans l'ascenseur. Officiellement et officieusement, l'Iskra était édité soit à Zurich, soit à Stuttgart, soit à Prague. Il était par conséquent difficile de savoir exactement où tout cela se tramait dans les faits, car il n'y avait pas de flux de visiteurs à la rédaction et par suite pas de futurs mémorialistes non plus. Le financement de l'Iskra provenait de sources complètement différentes, parmi lesquelles Paviel Axelrod, dont l'entreprise de production de kéfir à Zurich l'aidait non seulement à joindre les deux bouts, mais également à financer la cause de la Révolution, ou encore Sava Morozov, qui, en échange de ses donations régulières dont les montants comportaient 4 zéros, ne demandait qu'une chose, qu'on l'affuble de tous les noms qualificatifs les plus virulents possibles pour s'offrir une bonne couverture. C'est Gorky qui faisait le lien entre l'Iskra et le capitaliste Morozov. Gorky, dont la femme, une artiste à l'esprit révolutionnaire, qui travaillait au théâtre d'art académique de Moscou du nom de Masha Andreevna, fournissait tout ce qu'elle pouvait à ses camarades de lutte. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'elle ait entretenu des relations particulières avec Morozov. De toute évidence, en se lançant dans la gestion d'une structure commerciale illégale, Lénine savait très peu de choses sur les modalités de location d'entrepôts de stockage dans les villes frontalières russes ou sur les possibilités d'arrangement avec les contrebandiers pour le transport de marchandises. L'établissement de liaisons logistiques avec des interlocuteurs qui n'avaient aucune expérience en commerce international, dans un pays qui, à l'époque, ne se distinguait guère par des moyens de transport particulièrement performants, et ce alors même que les avions et les poids lourds n'existaient pas encore, était une véritable galère. Lénine avait besoin de partenaires, et en nombre suffisant, jouissant d'une sphère d'influence allant au-delà de la seule rédaction de l'Iskra. Il fallait des gens qui soient à même de livrer le journal en Russie en grande quantité, rapidement et régulièrement, et non seulement le journal, mais d'autres types de littérature également. Habituellement, le parti prenait en effet en charge jusqu'à 7 paquets d'environ 5000 écrits illégaux, à savoir des numéros de l'Iskra et de la revue Zaria, la brochure de Lénine, ou le livre de Krupskaya intitulé « Femme ouvrière ». Tout cela n'aurait pas pu être transporté dans de simples valises, et de véritables canaux de distribution étaient donc nécessaires. À force de pratique, l'Iskra a fini par breveter une telle méthode de transport illégal du journal, reposant sur l'envoi de matrices à partir desquelles celui-ci était ensuite réimprimé dans une imprimerie clandestine à Bakou ou Chisinau. Aussi étrange que cela puisse paraître, le plus simple consistait à recruter des gens prêts à sacrifier leur liberté, voire leur vie, sans ménager ni leur force, ni leur argent, ni leur temps pour aider les ouvriers à s'organiser. La véritable colonne vertébrale de l'Iskra était composée en premier lieu d'exilés de Sibérie, familiers de l'Union de la lutte saint-pétersbourgeoise et de Chouchenskoye, et en second lieu de camarades d'exil à Viatka de Potresov, parmi lesquels Dan, Bauman, Ina Smidovitch,
Vera Kojevnikova, Vorovsky, Concordia Zakharova, etc. Vers 1900, toutes ces personnes soit s'étaient échappées de leur lieu d'exil comme Bauman ou Smidovitch, soit avaient pour le moins commencé à retourner légalement en Russie centrale. Et depuis lors, ils piaffaient tous d'impatience en attendant d'accomplir le vrai grand travail auquel ils avaient voué leur vie. La rédaction de tracts pour les ouvriers ne les intéressait plus, et les ouvriers eux-mêmes, à cette époque, exigeaient déjà de la littérature plus sérieuse, de la vraie presse et des journaux. En fonction de la période, l'organisation de l'Iskra comptait environ 150 à 250 personnes, mais son élite, ses super agents, étaient des agents mobiles. Ces derniers n'étaient pas de simples sympathisants à la cause, remplissant de temps en temps leurs valises avec des journaux, mais de véritables révolutionnaires professionnels qui se consacraient pleinement à leur idéal, menaient une vie clandestine et exécutaient toutes les tâches d'une rédaction lambda, et qui avaient ainsi droit à un salaire versé par le parti oscillant entre 25 et 50 roubles pour les hommes et 30 roubles pour les femmes, lesquels consentaient à être moins payés par habitude. Tous percevaient en sus un dédommagement pour couvrir toutes leurs dépenses annexes et leurs frais de transport, englobant les billets, les frais postaux, les pots de vin, l'hébergement dans les hôtels et l'établissement de passeports. C'était un travail très dur, épuisant tant moralement que physiquement, risqué et dangereux. C'était surtout difficile pour les femmes de se rendre dans des villes inconnues, en portant des charges lourdes. C'était généralement sous leur robe qu'elles dissimulaient des choses illégales. Ainsi, au moment du chargement et du déchargement du matériel, elles risquaient de se retrouver dans une situation très embarrassante. En lieu et place des épées et armures des chevaliers du Moyen Âge, ces membres de la Ligue de la Justice avaient des valises à double fond, des miroirs avec des fentes secrètes pour les papiers de valeur et des boîtes pour transporter les animaux. D'ailleurs, l'attribut classique de l'agent de l'Iskra, c'était une boîte à chapeau, très frivole et bourgeoise de l'extérieur, mais très spacieuse à l'intérieur si vous l'utilisiez pour transporter des journaux. Le véritable objectif de l'Iskra ne se limitait pas à l'excitation de la rébellion chez les ouvriers et les paysans. Pour cela, il était plus facile d'utiliser d'autres moyens d'agitation. Le plan imaginé par Lénine mérite sans aucun doute le qualificatif de diabolique. L'Iskra n'est pas qu'un journal, mais servait d'hameçon pour les cercles, les cellules et les comités marxistes dispersés à travers tout le pays, afin d'inciter ces derniers à s'engager dans une action conjointe. À l'instar d'Ivan Ier Kalita, l'Iskra devait unir les terres russes. Écrivez-nous, nous serons votre journal. En diffusant le journal, nous promettons de parler de votre activité aux autres comités et ensuite, lorsque vous serez imprégné d'un sentiment d'utilité et d'efficacité et que vous aurez déjà mis un doigt dans l'engrenage, nous vous proposerons de reconnaître l'Iskra comme votre organe de presse et son comité de rédaction sera votre comité central qui ne se contentera pas de représenter le parti, mais pourra également vous donner des ordres. Mais préalablement, vous devez prêter serment auprès de nous. Pourquoi faire, me demanderez-vous? Pour respecter les formalités et les apparences. Il conviendra ainsi de déléguer des adhérents de l'Iskra au congrès du Parti de Russie que nous organiserons prochainement, au cours duquel le programme et la charte du parti seront adoptés et où également le comité central sera constitué. Le plus important est que les délégués de ce congrès aient le bon profil politique, à savoir celui de l'Iskra. L'Iskra était une organisation secrète puissante, recrutant des super agents qui visaient un objectif supérieur. En même temps, ce n'était qu'une vulgaire start-up, une très petite entreprise créée pour retrouver un modèle de business rentable, reproductible et évolutif. En dépit de tous ses échecs antérieurs et de tous ses défauts, Lénine a su transformer, il faut rendre à César ce qui est à César, un groupe d'amateurs enthousiastes qui passaient leur temps en exil à se divertir, entre sexe amical et querelles de clocher, en une équipe de professionnels capables d'exécuter les tâches les plus difficiles dans les conditions les plus périlleuses.
Mettre en place un réseau de transport, apprendre à coordonner les groupes clandestins dont ils auront un besoin urgent en 1905, ou créer le comité organisationnel du Congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. À compter de cette date et jusqu'en octobre 1917, toute la pratique de Lénine en matière de gestion et de construction de partis se limitait à la volonté de travailler en petite équipe, et c'est pour cette raison qu'il provoqua des divisions. De toute évidence, toutes ces séparations avaient pour origine des raisons politiques, mais finalement, c'était le principe favori de Lénine qui triomphait. Un petit poisson vaut mieux qu'un gros cafard, et il vaut mieux avoir 2 ou 3 personnes dynamiques et fidèles qu'une dizaine de mollassons. Plus largement, un petit club de suicidaires valait mieux qu'un front populaire syndical, et il était sans nul doute préférable de provoquer un éclatement de plus avec les marxistes, jugés insuffisamment purs, que d'être amis avec les mauvaises personnes. Point trop n'en faut. Paris 1908-1912. Les réunions des bolcheviks se tenaient généralement dans le café du Lion, avenue d'Orléans, près de la statue du Lion de Belfort qui est toujours là, sur la place d'Enfer-Rochereau. Si vous le souhaitez, vous pouvez le voir comme une représentation symbolique de Lénine à Paris. Capable de montrer les dents, de se prélasser dans son aisance et sa tranquillité financière, et de retenir ses instincts sanguinaires. Si à Genève, Lénine quitte la clandestinité et sort de l'eau à mi-corps, dans ce zoo politique qu'était le Paris des émigrants, il a eu son propre territoire marqué par une plaque où vous pouviez l'admirer pour ainsi dire dans son état naturel, sans fausse moustache. Il s'est même permis, une fois seulement durant ses 4 ans, de faire une visite dans un atelier de photographie. Il n'a jamais été aussi élégant, ni avant ni après. Un col montant, une cravate, un menton rasé de près, une petite moustache joviale, les yeux plissés et froids, une calvitie intéressante. Jamais peut-être avant la Révolution, sa position politique n'a été aussi fragile et vulnérable aux critiques. Il s'est comporté en hypocrite confirmé. Il disait une chose, en faisait une autre, et pensait quelque chose de très différent des 2 premières. Et il passait, sur son vélo, en casquette ou en chapeau melon, pour une éminence grise de n'importe quel parti pas forcément ouvrier. Dans l'arène politique, Lénine a pris une position centrale entre le gauchisme et les sociodémocrates allemands, orientés vers la droite, et le secret résidait dans le fait de garder l'équilibre. Il fallait ne pas se laisser entraîner vers la gauche et, en se penchant vers la droite, ne pas oublier de signaler que tout cela était causé par la déformation de la vue des spectateurs et qu'en fait, il gardait toujours sa position centrale. Les sociodémocrates à Paris ne rechignaient devant aucune besogne du parti, pour ne pas se reprocher d'avoir gaspillé les meilleures années de leur vie pour une activité inutile, et soutenaient n'importe quelle proposition. Aline raconte comment Lénine distribuait les tâches à faire entre ses camarades. Une lettre nous est parvenue d'un bateau russe en rade à Toulon. Il demande des agitateurs de la littérature. Allez-y rapidement. Renseignez-vous sur le moral, faites de l'agitation. Débrouillez-vous par vous-même sur place. Les bolcheviks parisiens étaient ces mêmes grenouilles qui continuaient à battre le lait en crème fraîche, tandis que tous leurs congénères avaient refusé de sauter dans ce pot et s'étaient dispersés dans leur habitat naturel. Ils effectuaient de petites tâches techniques avec beaucoup d'enthousiasme. Aller dans un endroit précis, présenter la fraction, trouver de l'argent pour le journal. Parfois, l'utile rejoignait l'agréable. Pour trouver des fonds pour la propagande en Russie, ils organisaient des soirées, des bals ou des spectacles pas très sérieux, sans aucune touche de classicisme. Par exemple, des spectacles satiriques qui proposaient aux spectateurs de se moquer d'eux-mêmes dans le style de Drôles de gens de Gorky. Les bénéfices de Lénine provenaient souvent de ses conférences publiques. Lunacharsky faisait des conférences sur Rodin, Kollontai, sur la morale bourgeoise. C'était une sorte de stand-up politique. Il fallait se mettre sur un tabouret et déclarer la proche arrivée d'un essor révolutionnaire en Russie qui oscillait entre l'inévitable et le déjà passé.
Il faut dire que Lénine n'abusait jamais de ce business populiste. Au contraire, si les autres leaders du parti s'élançaient vers les tribunes, comme le saumon pendant la remontée, le leader des bolcheviks aimait bien se faire supplier et quasiment traîner par la main, même s'il s'agissait d'une tournée en Europe. Donc ceux qui voulaient connaître l'état des lieux en politique le voyaient moins souvent qu'ils le voulaient. S'il faisait des conférences, c'était plutôt pour alimenter la caisse du parti et de son budget personnel que pour s'afficher en public, ce public qui avait l'habitude d'interrompre l'orateur par des Zwischenrufe, des répliques qui incitaient le lecteur à interagir avec le public et contribuer à la polémique. Lénine est connu pour la logique solidissime de ses constructions qu'il étalait devant l'audience, mais non pour son esprit rapide. Dans ce domaine, même dans ses meilleures années, il ne pouvait pas faire concurrence à Plekhanov, ni à Trotsky, ni à plusieurs autres sociodémocrates très importants. C'est pourquoi, plutôt que de taquiner les habitués des discussions d'émigrants et d'essayer de faire changer d'avis ceux qui avaient des idées erronées lignifiées, s'il avait le choix, il préférait soit professer en petit comité, soit exprimer sa position dans la presse écrite qui, dans les circonstances favorables, pouvait traverser la frontière et se retrouver à la disposition des agitateurs du parti, capables de convertir les masses au léninisme orthodoxe.